Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour le début de ce 19-20. Quel avenir pour la Grèce? Ce sera une question développée dans l'édition nationale tout à l'heure. Angela Merkel et François Hollande doivent s'entretenir ce soir à l'Elysée. Un sommet européen est par ailleurs organisé en urgence demain. Dans cette édition régionale, nous irons à Saint-Martin-des-Champs, dans le Finistère, où les gens du voyage ont organisé un rassemblement évangélique. Une centaine de caravanes a investi le terrain de sport communal sans autorisation préalable, ce qui, vous le verrez, crée quelques crispations chez les élus. Dans ce journal également, la colère des habitants du quartier de Vézin-le-Coquet, près de Rennes. Depuis qu'ils sont reliés à la chaufferie au bois installée près de chez eux, ils ont vu leur facture exploser alors qu'on leur avait promis l'inverse. Ils demandent des explications. Et puis, tandis que le Tour de France s'apprête à emprunter une portion pavée du Paris-Roubaix demain, avant de prendre la direction de la Bretagne en fin de semaine, eh bien, nous irons à la rencontre d'un artisan étonnant. Il fabrique des boyaux de vélo très résistants et il a été particulièrement sollicité cette année. Il nous a ouvert les portes de son atelier à Erquy. Une centaine de caravanes de gens du voyage s'est donc installée hier sur le terrain de sport de la petite commune de Saint-Martin-des-Champs, près de Morlaix. Des caravanes qui doivent rester là une semaine ou deux, le temps d'un regroupement évangélique, ce qui n'est pas vraiment du goût des élus locaux. Aucune autorisation n'avait d'ailleurs été accordée pour ce rassemblement. Julien Lebotte, Florence Malézieux. Elles sont arrivées hier en début d'après-midi en démolissant un bout de talus. Une centaine de caravanes ont pris possession du stade de football de Saint-Martin-des-Champs, des terrains déjà fréquentés les années passées. Les responsables de la mission évangélique disent avoir contacté les autorités un an à l'avance. Face à l'absence de place, ils se sont imposés. C'est vrai qu'on a rouvert les tranchées, on a un peu dégagé la terre, tout ça. Et donc après, les caravanes sont installées, on a fait notre installation. Tout se passe bien, l'électricité, l'eau, tout se passe bien. Forcément qu'on va donner un petit quelque chose à la mairie parce qu'il nous a reçus. Donc j'ai pu rencontrer les pasteurs. Le maire, lui, s'estime mis devant le fait accompli. Il a signé avec la mission évangélique une convention lui permettant de percevoir une taxe de 20 € par caravane. Il aurait préféré éviter cette occupation, mais il constate le manque d'infrastructures d'accueil. Cette lacune devrait être portée par le pays, donc au niveau de l'arrondissement. Parce qu'il faudrait trouver un terrain qui fasse entre 3 et 4 hectares, du même style que notre terrain de sport. Mais ça, c'est peut-être pas évident à trouver. Une nouvelle fois, cette occupation pose le problème des aires de grand passage, prévues par la loi du 5 juillet 2000, jamais vraiment appliquées car aucune collectivité n'est précisément désignée en charge de ces aires. À Saint-Martin, la mission évangélique a prévu de quitter le site dimanche prochain. À Quiberon, un homme de 54 ans s'est noyé cet après-midi sur la plage de Port-Blanc. Hier après-midi, c'est un adolescent de 16 ans qui avait perdu la vie dans les mêmes circonstances, à quelques kilomètres de là, sur la plage de Port-Barra, une zone réputée dangereuse pour la baignade. À Guerre-les-Dents, les travaux se poursuivent sur le barrage. Depuis que le lac est complètement vide, les ouvriers ont le champ libre pour inspecter les moindres recoins de toutes les installations hydroélectriques. Un travail de fourmi qui va durer jusqu'au mois d'octobre. Des travaux qui doivent aussi permettre de moderniser cet ouvrage construit en 1930. Christelle Veillard, Vincent Bars. Les nacelles sont accrochées à la paroi, 45 mètres de hauteur de béton et 206 mètres de long. Des nacelles suspendues au-dessus du vide, le vide d'un lac asséché pour les besoins du chantier, permettant aux ouvriers de travailler sur un mur d'une surface de 5500 mètres carrés. On le nettoie à la haute pression en eau, on récupère les limons, les saletés. Une fois qu'il est propre, on fait une inspection visuelle de façon à identifier les éventuelles dégradations. Une fois qu'on les a identifiées, on fait des reprises partielles de génie civil, c'est-à-dire des reprises de mortier ou des injections de résine, suivant l'état de la paroi. 8 mois seront nécessaires pour ces travaux qui comprennent encore la rénovation et le désamiantage de 2 conduits d'écoulement de l'eau du lac dans le Blavet. Pas moins de 45 entreprises, pour la moitié bretonnes, sont amenées à intervenir pour ce chantier de 4 millions d'euros. Une restauration exceptionnelle qui n'avait pas eu lieu depuis 30 ans. En 1985, il y a eu une vidange. En 2006, la dernier examen technique complet a été fait en visite subaquatique, c'est-à-dire le sous-marin téléguidé qui fait une cartographie des photos de l'état de la paroi. Donc on avait déjà
l'état de la paroi en 2006. Cette fois, l'opération prévoit encore la construction d'un bâtard d'eau, une porte d'écluse en somme, afin de réaliser de la maintenance sur l'ouvrage sans vidanger. Il n'est donc pas sûr que le lac revive un assec avant très, très longtemps. Il fait chaud et pourtant, comme tous les mois de l'année, ils vont payer une facture de chauffage élevée. Les habitants du quartier des Champs Bleus à Vézins-le-Coquet sont en colère. Ils sont reliés à une chaufferie qu'on leur avait annoncée écologique et économique. Finalement, l'installation leur coûte très cher et ils demandent des explications. Enfante Minte, Vincent Bars. Chaque mois, la facture de la famille Baudet s'élève à 69 €. Pourtant, ils n'utilisent pas le chauffage à l'année car leur appartement est bien isolé, une incompréhension qu'ils partagent aujourd'hui entre voisins. Le montant de ma facture, c'est 10% de ma consommation réelle. 10%. Et pourquoi je paye 90% supplémentaires? Ils vont où ces 90%? Ces 90% correspondent aux charges d'exploitation et à l'amortissement de la chaufferie au bois. Installée en 2006, elle devait coûter moins cher que le gaz et alimenter 1000 logements. Or, seulement 500 ont été raccordés. La municipalité a décidé en 2013 de suspendre l'extension du réseau aux nouvelles constructions. Nous avions consulté, un cabinet d'audit spécialiste en la matière qui nous a un peu freiné dans nos ardeurs en disant qu'il y a des précautions à prendre et puis qu'il ne fallait peut-être pas étendre le réseau davantage. Depuis janvier 2015, Rennes Métropole a repris le pilotage de ce réseau. Les acteurs du dossier se sont rencontrés la semaine dernière. Des pistes pourraient déboucher. Une des solutions consiste à réaliser l'extension du réseau sur la 3e tranche de la ZAC des Champs Bleus, de manière à faire supporter l'ensemble des investissements par plus d'habitants et donc à pouvoir réduire le prix pour chacun. Cela pourrait se faire à condition aussi de mettre en place des droits de raccordement au réseau pour les promoteurs et les constructeurs qui réaliseraient les immeubles de cette 3e tranche. Cette 3e tranche est actuellement en construction. Elle concerne 300 logements. Seule la municipalité peut décider de les raccorder. C'est une tradition du monde agricole en Bretagne, la vente des veaux au marché au cadran, une tradition qui a tendance à disparaître. Et pourtant, le cadran permet aux éleveurs de faire monter les enchères. Depuis le début de l'année, dans les Côtes-d'Armor, des négociants ont donc relancé ces marchés, notamment le lundi à Mur-de-Bretagne. Catherine Jonot, Catherine Basile, reportage. Pas de lait sans que la vache ne fasse son veau, c'est la nature. Mais à 15 jours, ces bébés changent de main. Les producteurs laitiers vendent ces petits pour des élevages d'engraissement. Ils seront abattus à 5 mois. Pour en tirer le meilleur prix, on vient donc ici au marché au cadran présenter ces bêtes au plus offrant. On suit les cours, hein. À la ferme, il y a un marchand qui passe, il met un prix. On le donne ou on le donne pas. Hein. Parce qu'ici, il y a plusieurs marchands. Les mises sont quand même, c'est pas pareil. Hein. Chaque lundi, c'est cet homme, le crieur, qui conduit les enchères avec l'œil du professionnel. Selon ses qualités bouchères, un veau se négocie de 50 à 600 €. Les veaux qui sont croisés, c'est-à-dire le croisement issu de vaches laitières avec un taureau de race à viande, type bleu, blanc, belge, charolais, limousin ou autre, ces veaux-là sont vendus beaucoup plus cher parce qu'ils vont faire de la viande. Les noirs vont faire de la viande aussi, mais c'est de la viande qui est quand même qui est valorisée nettement plus que les Holstein. C'est parti pour une heure de cotation. Une dizaine de négociants ce jour-là et près de 80 veaux échangés. La plupart de ces acheteurs sont des intermédiaires pour le compte d'abattoirs ou de coopératives qui passent commande. Je suis marchand de bestiaux. J'achète un certain nombre de veaux d'une catégorie qui me sont commandés par une grande boîte d'aliments qui groupe des veaux, qui groupe un certain nombre de veaux pour mettre dans un bas de prix. C'est dans des élevages spécialisés, engraissés à la poudre de lait, que grandiront ces veaux. Des élevages en intégration, autrement dit qui travaillent sous contrat pour des abattoirs ou des groupes alimentaires. Eux vendront la viande. Mais cette chaîne change peu à peu. Ainsi, les marchés au cadran, autrefois si nombreux, se raréfient. Les fermes sont de plus en plus importantes et donc les éleveurs ont de moins en moins le temps d'amener leurs veaux sur le marché au cadran. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de marchés ont disparu. Fin 2014, 4 marchés des Côtes-d'Armor rassemblant près de 500 éleveurs ont failli disparaître. La coopérative Triscalia en abandonnant la gestion. Avec un associé, Éric Lemarchand, négociant, a repris celui de Mur-de-Bretagne, organisant une tournée de ramassage pour les usagers des ex-marchés de Quintin et Plouisy. Celui de Lannion lui sera déplacé. La tradition peut continuer.
Nous sommes lundi et parfois le lundi après le week-end, le frigo n'est pas bien rempli. Il faut faire preuve d'un peu d'imagination pour concocter le dîner. Une application pour smartphone va peut-être pouvoir vous aider. Elle a été inventée par deux Bretons et propose 5000 recettes à préparer en moins de 30 minutes. Roger Bendeillan, Serge Leno nous la présente. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon frigo? Des pommes, des brugnons, un œuf et un peu de farine. Maintenant, frigo magique. Et voilà, en moins de 30 minutes, un gâteau aux brugnons et aux pommes, frigo magique. L'histoire a commencé il y a 4 ans, chez deux amis après l'apéro. Question récurrente, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Avec un oignon, une pomme de terre, une carotte, on va faire 6 plats différents. Et ça, c'est magique. Cuisiner divin avec 3 fois rien. Christophe et Sébastien ont inventé une application de recettes pour smartphone avec tous les restes alimentaires que vous trouverez dans votre frigo. Donc comment ça marche? C'est assez simple, l'application, vous l'ouvrez, vous sélectionnez ce que vous avez dans le frigo et placard, vous choisissez un ingrédient principal que vous voulez cuisiner, vous le sélectionnez, vous avez une liste de recettes qui apparaît, vous choisissez la recette que vous avez envie de faire, vous l'ajustez éventuellement si vous voulez rajouter des ingrédients ou pas, et vous cuisinez, c'est 20-30 minutes, des repas de tous les jours en fait. Par exemple. Parce qu'avant, il vous restait un petit bout de fromage, une demi-tomate, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On le balance, quoi. Que là, avec l'application, justement, vous allez mettre tout ce que vous avez exactement dans le frigo et ça va, la recette que vous allez avoir va utiliser tous les ingrédients que vous avez. Une application gratuite que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux afin de démystifier la cuisine du quotidien à travers plus de 5000 recettes. Un mot de cyclisme à présent, 3e étape aujourd'hui du Tour de France en Belgique, entre Anvers et Huy. Une étape marquée par une très grosse chute collective dans le peloton. La victoire de l'étape, elle revient à l'Espagnol Joaquim Rodriguez, suivi de très près par le Britannique Christopher Froome qui prend le maillot jaune. Et puis avant de se diriger vers la Bretagne en fin de semaine, les coureurs devront demain affronter les pavés du Nord-Pas-de-Calais. Et pour cela, il leur faudra des pneus solides, des boyaux que plusieurs équipes ont choisi de faire fabriquer dans les Côtes d'Armor, à Erquy très exactement, chez un artisan étonnant qui a ouvert ses portes à Gilles Raoul et Patrick Soulabaye. Regardez bien toutes ces roues, elles vous semblent identiques. Pourtant, leur différence commence ici, dans ce petit atelier niché à quelques tours de pédale du centre-ville d'Erquy. Là, je suis en train de plier les oreilles du boyau, c'est-à-dire, on appelle les oreilles, c'est le bordage qui est en dessous du boyau. François-Marie, depuis une dizaine d'années maintenant, il fabrique à la main des boyaux. Bien sûr, il a un petit secret, la machine de conception maison qui élabore ce fameux boyau à partir d'un fil de coton ou de soie. Le boyau, par rapport au pneu, c'est beaucoup plus souple. C'est un meilleur rendement, c'est beaucoup plus confortable et c'est beaucoup plus sécurisant. Un pneu qui crève, il est parfois assez difficile de s'arrêter avant qu'il déjante. Qu'un boyau, c'est collé sur la jante et ça permet de pouvoir s'arrêter en toute sécurité. Mais avant de pouvoir rouler avec, il faut le coudre avec un fil en Kevlar très résistant. Et si la machine reste indispensable pour qu'il prenne forme, les finitions ici sont faites à la main. Je termine la couture de la machine en fait, qui ne peut pas aller jusqu'à la valve. Ajouter une chambre à air, laisser sécher, protéger la couture qui va se plaquer contre la jante, enfin poser les bandes de roulement. Vous obtenez un produit haut de gamme entièrement fait main, très prisé. Pour les coureurs qui ne sont pas très habitués justement à passer les pavés, comme les favoris du Tour, d'avoir du matériel qui leur permet de ne pas sauter sur les pavés, de rester bien collé à la route en étant à peu près sécurisé, c'est quand même assez important. C'est important pour gagner Paris-Roubaix, mais aussi important pour les coureurs qui n'ont pas trop l'habitude de passer sur les pavés. À son actif, 6 Paris-Roubaix remportés sur ses boyaux. Et ce mardi, ce ne sont pas moins de 7 équipes du Tour de France qui ont fait appel à son savoir-faire pour cette 4e étape de la Grande Boucle de Serein à Cambrai, qui compte pas moins de 13 km de pavés. Voilà, et sinon le Tour de France arrivera en Bretagne par Fougères vendredi. Et puis avant de se quitter, sachez que l'on connaît le nom du président du prochain festival du film britannique de Dinard. Et cette année, il s'agira de Jean Rochefort, lui qui a grandi tout près à Dinan. Le festival de Dinard aura lieu du 30 septembre au 4 octobre prochain.
Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre votre édition iroise. Et puis sinon, l'information régionale continue bien sûr sur notre site internet bretagne.france3.fr. Très belle soirée, à demain. Votre actualité régionale à suivre également sur l'application France 3 Régions.